Dialogue, épisode 10, Hervé Temim. Maître Temim, bonjour. Bonjour. On vous remercie de nous recevoir dans vos bureaux de la rue de Rivoli. Je vous en prie. Pour vous présenter, je vais commencer par un article du Figaro qui date de votre plaidoirie de l'affaire Tapie l'année dernière et qui lit, du coup. Maître Temim à présent, 40 ans de bar, un avocat intégral. De ceux peu nombreux qui, à peine se sont-ils levés, obtiennent le silence d'une salle où l'on en vient presque aux mains pour un coin de banc. De ceux rarissimes qui savent faire du droit en étant drôles, donnant ainsi à un auditoire souvent perdu dans des notions complexes le sentiment qu'il est intelligent. De ceux qui, généreux, plaident pour leurs clients, mais aussi pour les clients des autres, non que ces derniers aient été mal défendus, mais parce que Maître Temim plaide comme il respire et qu'il a beaucoup de souffle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? C'est assez flatteur. C'est très flatteur, donc je vais m'abstenir de commentaires. Je vais vous dire que c'est trop flatteur. Mais c'est un peu de la langue de bois, non? C'était très... Je me rappelle, enfin, je me rappelle pas dans le détail, mais je me rappelle de cette chronique judiciaire, oui, de Stéphane Durand-Soufflant. J'ai aussi, à l'occasion de ce procès, un très beau papier de Pascal Roberdiard qui m'a beaucoup surpris et puis fait plaisir. C'est pas la peine de le bouder. Mais ce qui était le plus intéressant dans ce procès, c'est que les chroniqueurs judiciaires sont arrivés avec un sentiment extrêmement réservé quant à Bernard Tapie et quant au fond du dossier. Et ils ont suivi toutes les audiences et leur sentiment a beaucoup évolué. Pensez bien que là, on plaide en appel en ce moment, on verra bien, mais pensez bien que c'est pas une plaidoirie seulement qui fait la décision, certainement pas. Donc, ce qui a été le plus intéressant, c'est leur présence et leur compréhension du dossier et leur évolution dans l'analyse des choses. Vous parlez de beaucoup de l'affaire Tapie dans votre ouvrage et vous en faites un symbole des tribunaux médiatiques. Oui, parce que ce qui est parlant dans l'affaire Tapie, ce qui est même exemplaire, c'est que, en réalité, les raisons pour lesquelles on a gagné en première instance, les raisons pour lesquelles on a gagné devant le tribunal, sont des raisons qui existaient en réalité pratiquement au premier jour de sa mise en examen, que j'avais évoquées, et à l'époque où on le disait, non seulement on n'était pas cru, mais on n'était même pas audible. C'est-à-dire qu'en fait, on a gagné pour des raisons qui étaient totalement inaudibles pendant le temps médiatique, et devant ce qu'on pourrait appeler d'une expression qui est peut-être erronée, le tribunal médiatique, en tout cas sinon erronée, du moins pas très bien, pas très précise, et en fait, devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire au temps de l'analyse, du recul et du droit, les raisons qui étaient inaudibles, elles sont devenues gagnantes. On dit de certains grands soldats, de certains grands généraux qu'ils n'aiment pas la guerre. Est-ce que quand vous allez dans des procès aussi compliqués, on vous a vu très ému à l'issue de votre plaidoirie, à l'issue surtout de la relaxe de M. Tapie? Oui, ma plaidoirie m'a moins ému que la relaxe. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de manière... Est-ce que vous y allez à contre-cœur ou est-ce que ça vous réjouit d'aller au combat? Je conçois pas le procès comme une guerre. Un combat, oui, c'est que je conçois davantage, si jamais on doit faire ce type de référence, c'est plus une confrontation sportive sur le terrain du combat. C'est pas une guerre sanglante. En revanche, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce qui même me passionne, et même davantage, c'est triste, mais c'est comme ça, en vieillissant, ça n'a pas changé. Ce qui m'envahit, c'est le fait d'aimer défendre les gens. Donc, comme j'aime défendre, j'aime aller au procès. J'adore aller au procès, mais vous savez, on va au procès avec envie, avec peur, avec angoisse, avec ambition. Tous ces sentiments se mêlent. Donc, le plaisir, c'est pas le terme. Il y a Alan Dershowitz, qui est un professeur de droit très célèbre à Harvard, et un des plus célèbres pénalistes américains, qui a dit dans le journal Newsweek, c'est une traduction libre, « Les juges sont le maillon le plus faible de notre chaîne judiciaire. Ils sont aussi les plus protégés. » Est-ce que c'est un constat qu'on pourrait faire également en France? Je connais bien Alan Dershowitz, c'est drôle que vous le citiez, parce qu'il a en plus écrit un livre qui, pour moi, est un livre de référence pour tout avocat, qui s'appelle « Le démon de l'avocat ».
Je pense qu'on peut faire exactement la même analyse en France, à ceci près que il y a beaucoup de très bons juges, quelques grands juges, souvent des femmes. Et par ailleurs, dans mon livre, vous l'avez peut-être constaté, je défends les magistrats du siège parce que je considère que face aux dérives qu'on connaît aujourd'hui justement, avec cette déferlante de jugements médiatiques, cette vague de jugements à l'emporte-pièce, de dénonciations souvent anonymes sur les réseaux sociaux et ailleurs, le seul recours, c'est l'application de la loi. Et qui applique la loi, c'est les magistrats. Donc je pense qu'il faut protéger leur indépendance et magnifier leur fonction, qui d'ailleurs est magnifique. Alors maintenant, dans la pratique, c'est comme avec les avocats d'ailleurs, on est souvent déçus. Seulement un mauvais juge ou un juge qui n'est pas indépendant, qui n'est pas compétent, qui n'est pas courageux, ça fait autrement plus de dégâts qu'un avocat qui a les mêmes défauts. Vous regrettez d'ailleurs que de plus en plus de juges ne parlent plus aux avocats. Ça, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Il y a effectivement une quantité de plus en plus grande de juges qui considèrent qu'ils n'ont pas à s'entretenir avec les avocats. D'ailleurs, les avocats des personnes poursuivies ou des parties civiles, ce qui me paraît être totalement aberrant, parce que les avocats et les juges ont des fonctions radicalement différentes. Les avocats ne défendent pas l'intérêt général, quelle que soit leur position dans le procès, et je conçois que cela choque, ils ne cherchent pas la vérité, ça ne veut pas dire qu'ils la combattent, mais ils ne la recherchent pas. Mais en revanche, donc nos fonctions sont différentes, mais le but est le même, c'est quand même arriver à une décision de justice qui soit une décision de justice de qualité, qui soit conforme à la loi et conforme aux intérêts qu'elle protège. Donc les avocats et les magistrats doivent ou devraient avoir des rapports de confiance. C'est ce que j'écris dans mon livre, ils devraient avoir des rapports de confiance. Or, aujourd'hui, ils ont des rapports de défiance. La règle devrait être la confiance, la règle est la défiance. L'exception est la confiance. Il y a beaucoup d'exceptions, évidemment. Il y a beaucoup d'exceptions. Mais ce qu'on vit est aberrant. Et je le dis d'autant plus librement et d'autant plus facilement que moi-même, j'ai des rapports généralement respectueux avec les magistrats, courtois. Mais moi, je ne recherche pas du tout la discussion. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Sauf exception avec des juges d'instruction, par exemple, avec lesquels j'ai certaines affinités intellectuelles. Moi, je ne suis pas du tout un avocat de couloir. Je n'aime pas du tout ce qui peut se tramer en dehors de l'audience. Je suis quelqu'un qui respecte à 100% la règle du jeu. Il y a beaucoup d'avocats qui discutent beaucoup avec les juges, qui essaient... Moi, pas du tout. Donc, c'est pas tellement pour moi que je le dis. Mais en revanche, il est anormal de ne pas pouvoir s'adresser à un juge ou qu'un juge vous dit, vous savez, par principe, je ne parle pas aux avocats. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Est-ce que vous pensez que le conflit que rencontre actuellement le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avec notamment le parquet national financier, c'est symptomatique de ce dont vous parlez et du fait que certains juges ne souhaitent pas rendre des comptes? Alors, il y a de ça. Il y a de ça, évidemment. Mais je pense que c'est surtout symptomatique, il faut le dire, d'un conflit entre notre garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, et les syndicats de magistrats. On peut longuement discuter des raisons de ce conflit, mais il a été fraîchement accueilli, c'est un euphémisme, et manifestement, il y a quelque chose là de très personnel dans la manière dont les choses se passent. Je pense que Éric Dupond-Moretti était un peu victime d'un délit de sale gueule à l'égard de nombreux magistrats qui n'ont pas accepté, supporté, compris qu'un avocat qui a eu des propos parfois aussi sévères sur la magistrature puisse être nommé garde des Sceaux. D'une certaine manière, on peut comprendre leur réaction initiale, pas quand un représentant de magistrat, de syndicat de magistrats, vient dire que sa nomination est une déclaration de guerre. Ça, c'est complètement aberrant et c'est même assez peu républicain. Mais je peux tout à fait comprendre le comportement initial, plutôt la réaction initiale de beaucoup de magistrats. Après, il faut respecter les règles de notre démocratie. Les magistrats jalousent, et ils ont raison, leur indépendance. Il faut qu'ils respectent
la séparation des pouvoirs, pas seulement quand ils demandent à Dupond-Moretti de la respecter, mais aussi quand c'est eux qui sont en train d'en violer les règles. Et ce ne sont pas eux qui désignent le garde des Sceaux. Il a été désigné de manière tout à fait régulière. Et il faut accepter sa nomination, d'autant plus que il est susceptible, en tout cas, il a largement la capacité, non seulement de défendre la magistrature, mais aussi de faire avancer les choses. Mais là, manifestement, quoi qu'il fasse, il n'a pas peu de chance de pouvoir obtenir la moindre louange des juges. Par exemple, son budget, et on a compris que pour obtenir cette augmentation extrêmement importante du budget de la justice. 8%, je crois. Oui, une augmentation, un budget qui est vraiment quasi historique. Il s'est battu, c'est pas quelque chose qui lui a échappé, hein, ça fait partie d'arbitrages gouvernementaux ou ministériels plutôt, dans lesquels il s'est battu, mais bon, on lui reconnaît aucun mérite. Écoutez, très honnêtement, j'espère que les choses vont se calmer, parce qu'elles doivent se calmer, car il ne peut pas être un ministre de la Justice qui a l'ambition qui est la sienne dans de telles conditions. Je pense que il faut que de chaque côté des concessions soient faites. Il en a fait une en se déportant, et à mon avis, il a eu bien raison. Il aurait pu le faire avant, d'ailleurs, même s'il estimait, ou si on pouvait estimer qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Il faut que les magistrats ne soient pas dans une position arc-boutée à son égard, car je pense que ce serait vraiment quelque chose de très, très incompréhensible pour l'opinion, et donc pour les justiciables. Je crois qu'on a le syndicat de la magistrature qui refuse de lui parler ou de le recevoir. Ça n'est pas quelque chose qui me paraît acceptable de manière durable. C'est pas acceptable. Ils font ce qu'ils veulent, hein, je sais pas du tout à leur dicter leur conduite, mais je pense qu'il faut revenir à la raison, d'autant plus que refuser de lui parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande sa démission, ça veut dire qu'on veut choisir soi-même son garde des Sceaux. Il faudrait aller plus loin. On voit des tribunes de très hauts magistrats, par exemple Monsieur Molins. C'est un magistrat hautement respectable, dont la position, les propos sont par définition à écouter, à lire avec attention et à prendre en considération. Mais par exemple, est-ce que c'est pas un peu anormal que Monsieur Molins et Madame Arins, qui sont les deux plus hauts magistrats de France, parquet et siège, écrivent une tribune commune, alors qu'ils sont en position d'avoir à juger ou à émettre un avis sur des sanctions disciplinaires éventuelles du dossier dans lequel ils s'expriment? Je pense que la contestation contre Éric Dupond-Moretti a atteint un point tel qu'elle fait perdre un peu de raison à tous. Il faut revenir je crois, à plus de calme et essayer de renouer le dialogue dans l'intérêt quand même du fonctionnement de la justice. Vous appelez de vos voeux d'ailleurs ce qui est un petit peu un serpent de mer de la justice en France, qui a une indépendance des magistrats du siège, qui serait placée à équidistance entre les avocats et les magistrats du parquet. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important et en quoi ça consisterait dans un système judiciaire comme le système judiciaire français? Absolument. Alors, c'est compliqué. D'abord, moi, je crois que le plus gros problème, effectivement, dans le fonctionnement de la justice, c'est la protection, la préservation de l'indépendance des magistrats, du parquet, mais aussi, et si j'osais, je vous dirais surtout, des magistrats du siège. Donc moi, je suis totalement aux côtés des juges pour protéger jalousement, fermement, violemment leur indépendance. Et dans le fonctionnement de la justice, si vous voulez, le problème principal, vous savez, les affaires qui font parler, qui font écrire, qui intéressent l'opinion, ces affaires importantes, parce qu'elles sont souvent symboliques, mais ça concerne une partie epsilonienne de la justice, et même de la justice pénale. Mais la justice pénale, elle peut frapper n'importe lequel d'entre nous demain, parce qu'on va être victime d'une infraction ou parce qu'on va être accusé d'en avoir commis une.
Et croyez-moi, ça arrive même à des magistrats, des avocats, des journalistes, aussi bien qu'à des gens qui sont dans des situations plus précaires. Ça arrive pas très souvent à des magistrats, quand même. Non, mais moi, je leur défends. Ça arrive très peu souvent à des magistrats. Oui, d'ailleurs, les magistrats, pour expliquer qu'ils sont pas irresponsables, vous dites, mais vous vous rendez compte, les 10 dernières années, il y a eu 70 poursuites devant le CSM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 7 poursuites par an. Il y a 10 fois moins de magistrats que d'avocats. C'est comme s'il y avait 70 poursuites par an contre des avocats, alors qu'il y en a des milliers. Évidemment que les magistrats ne sont pas dans l'irresponsabilité totale, mais ils sont dans une quasi-responsabilité. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Bref, pour revenir à votre sujet, ce qui est important, c'est que les juges qui jugent, donc les magistrats du siège, et avant d'ailleurs les juges qui jugent, le juge d'instruction, quand il y en a un, tout juge doit être totalement protégé dans son indépendance. Voilà. Et ce qui est choquant pour un avocat, c'est-à-dire pour un justiciable, c'est d'avoir le sentiment que les juges qui jugent et les magistrats du parquet sont dans une promiscuité ou parfois dans une espèce d'allégeance. En tout cas, ils sont trop proches. Le juge, il doit être à équidistance, comme vous rappeliez dans mes propos, mais enfin, c'est banal de le dire, à équidistance des parties. Le parquet est une partie, avec des prérogatives particulières, puisqu'effectivement, il représente la société, et non pas un intérêt privé, mais c'est une partie dans la procédure. Les avocats de la partie civile, ou des personnes poursuivies, des prévenus, des accusés, tout ce que vous voulez, des mises en examen, les avocats, ils défendent des intérêts particuliers. Ils sont des parties. Il faut que le juge soit à la même distance des parties. Or, on constate quand même que très souvent, il y a une espèce de romance entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui ont la même position dans les affaires. C'est fantastique de voir cette complicité intellectuelle, cette solidarité. Enfin, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas normal, je suis désolé, ça n'est pas normal quand on est dans une audience de voir, même si les magistrats respectent la règle, de voir que les avocats arrivent par une porte et puis que de l'autre côté, les magistrats du parquet, les magistrats du siège viennent de l'autre côté, comme s'il y avait d'un côté les avocats et de l'autre les magistrats, qui soient du parquet et du siège. Et il y a encore peu de temps, il était très fréquent, pas si longtemps en tout cas, très fréquent que les magistrats du parquet, les magistrats du siège se parlent sans cesse des dossiers à venir, etc. Non, voilà, il faut qu'il y ait une égalité des armes. C'est un principe qui est protégé par la Cour européenne. Et donc, il faut que cette équidistance soit protégée. Comment la protéger ? Là, aujourd'hui, le corps des magistrats du siège et des magistrats du parquet est un corps unique. Voilà. Ils sont formés à la même école. J'ai pas sur cette école un jugement aussi sévère qu'avait sur cette école Éric Dupond-Moretti quand il était avocat. Mais ils font partie d'un même corps et ça doit changer. Donc il doit y avoir un corps, à mon avis, distinct, des magistrats qui jugent et des magistrats qui requièrent. Vous faites l'éloge du secret. Ah oui. Est-ce qu'en matière de justice, on le voit avec le secret de l'instruction, c'est pas une bataille perdue aujourd'hui ? Alors, d'abord, faire l'éloge du secret, ça n'est pas considérer que tout doit rester secret tout le temps, hein. Bien sûr que non. Je pense que la publicité des débats est une garantie essentielle de la justice. Et je vous le dis parce que parfois, à la lecture de mon livre, certains considéraient que j'étais un intégriste du secret, ce qui n'est pas le cas. Évidemment qu'il faut que les choses éclatent au grand jour et la vérité du fonctionnement de la justice, par exemple, elle doit apparaître aux yeux et aux oreilles de tous. Maintenant, je pense que même l'éloge que je fais du secret, pas seulement du secret professionnel, pas seulement du secret de l'instruction, mais du secret dans la vie, je pense que c'est une bataille perdue. Je pense que c'est une valeur qui se perd. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce bouquin sur ce sujet. Et sur le secret de l'instruction, c'est une bataille totalement perdue. C'est d'ailleurs une bataille qui n'est même pas livrée. Parce qu'aujourd'hui, on n'essaie pas de lutter pour rétablir le secret de l'instruction. Et d'ailleurs, vous verrez, on peut faire beaucoup de critiques à mon livre. Il y en a notamment une que je fais, c'est que j'ai pourtant beaucoup réfléchi. J'ai échangé avec beaucoup d'avocats, beaucoup de magistrats, des professeurs de droit.
Dans mon livre, je ne suis pas capable de proposer une réforme claire, simple, qui résoudrait le problème, parce que s'il y en a une, personne ne l'a trouvée jusqu'à présent. Donc, et aujourd'hui, on ne peut même pas poursuivre le secret de l'instruction, les violations du secret de l'instruction. Enfin, du moins, on ne peut pas le faire d'une manière très efficace, et on ne le fait d'ailleurs quasiment jamais. Toutes les poursuites vont au panier. Pourquoi ? Parce qu'il y a un secret qui est très très bien protégé, c'est celui du secret des sources des journalistes. Et donc, comme on se heurte au secret des sources des journalistes, le secret des sources des journalistes, qui est toujours opposé par les journalistes, ne permet pas de découvrir l'origine des violations du secret de l'instruction. Et j'ajoute qu'il est très 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 heureux que le secret des sources des journalistes soit aussi bien protégé. Que le secret des sources des journalistes, contrairement au secret professionnel des avocats, il est absolu et il doit le rester. Les journalistes, j'ai des propos peu amènes sur certains d'entre eux dans mon bouquin, mais d'abord, je respecte énormément et le métier et beaucoup de journalistes. Et ensuite, je trouve qu'ils ont raison. Ils se battent magnifiquement pour défendre leurs secrets. Quand il y a une perquisition qui est envisagée au Canard enchaîné, enfin plus qu'envisagée, quand un juge ou des juges viennent avec des policiers chez Mediapart ou au Canard enchaîné, ils ne rentrent pas. Les journalistes ont raison. Et pourtant, ce ne sont pas des hors-la-loi. Ils ont raison. Nous, on est beaucoup plus malmenés par rapport au respect de notre secret. Même si c'est parfois dans des affaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles pour lesquelles les policiers ou les juges se déplacent chez les journalistes. Donc oui, c'est une bataille complètement perdue, d'autant plus que pour aller au bout d'un raisonnement qui est un petit peu compliqué, des réformes éventuelles qui pourraient avoir un intérêt, on les imagine mieux si on changeait de système pour passer à un système accusatoire avec d'un côté, là justement, des corps distincts, mais d'un côté l'accusation et de l'autre la défense avec plus de juge d'instruction et un juge qui est plus un arbitre qu'autre chose, hein. Mais voilà, je crois qu'il faut trouver il faut en appeler, je crois, à la responsabilité des médias pour essayer, en tout cas, de limiter les dérives de la violation de ce secret. Parce que l'appétit d'information, le besoin d'information du public est tel, et puis la nécessité de mettre à jour aussi des informations qui relèvent de l'intérêt général. Tout cela est si fort qu'évidemment, le secret de l'instruction ne peut pas résister. Paradoxalement, je trouve que les journalistes prennent encore plus cher parfois que les juges sous votre plume. Vous dites par exemple, les journalistes n'ont pas conscience des ravages causés par la violation du secret de l'instruction, sinon ils n'écriraient rien. Je suis sûr de ça. Ça, c'est pas quelque chose de dur pour eux, c'est quelque chose au contraire. Je pense, si vous voulez, je suis absolument convaincu que la plupart des journalistes ne se rendent pas compte des ravages que peuvent faire certaines publications. Et quand je dis sinon il n'écrirait rien, oui, parce que sinon il serait totalement inhibé. Ça, ce que j'écris, ça veut dire que d'une certaine manière, il faut qu'il n'en soit pas conscient, parce que sinon il pourrait rien écrire. Mais je peux vous dire que c'est ravageur. C'est littéralement ravageur. C'est-à-dire que très, 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 très souvent, des publications dans la presse, des articles, même parfois extrêmement brefs, mais parfois entrefilés, font des dégâts que rien ne pourra réparer. Certainement pas une action contre le journal qui n'a finalement que très peu d'intérêt, et parfois même pas une décision de justice qui innocentera ou qui exonérera la personne qui est impliquée. Non, ce que je dis, vous savez, c'est... je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. Humainement, quand vous êtes journaliste, ça, c'est pas une critique, je les critique, vous avez raison, ils prennent plus cher que les juges, ça, c'est sûr. En tout cas, que les juges du siège, pour lesquels j'ai du respect. Pas tous, mais presque. Humainement, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous savez, c'est comme... il ne faut pas, quand vous êtes journaliste, je crois, c'est un métier qui probablement doit être très très dur sur un plan psychologique, vous savez.
vous êtes amené, par exemple, parfois, je l'ai dit, à trahir des gens dont vous avez été amis, à trahir l'amitié de gens que vous avez côtoyés, à préférer la publication d'une information plutôt que la préservation d'un lien personnel. C'est un métier très particulier. C'est un métier de passion aussi pour eux, les journalistes. Et je pense qu'un journaliste qui commencerait à se dire « Ah ben voilà, j'ai une information, je considère qu'elle doit être publiée. Ah oui, mais si elle est publiée, mais alors, mon Dieu, c'est peut-être une famille qui va éclater que ça. » Ben, ils font rien. Mais c'est un métier dont la cruauté est extrême pour les gens qui sont concernés. Et je pense qu'effectivement, ils n'en sont pas conscients. Oui. Sinon, ils n'écriraient rien. Oui, c'est vrai. Je pense notamment dans l'actualité, il y a le père de la petite Estelle Mouzin qui a lancé un appel, je cite, urgent et solennel, à ne pas divulguer les détails les plus cruels de certaines affaires, notamment celle de sa fille. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de journalisme qui tombe pas parfois dans le voyeurisme? Oh bah, évidemment. Et vous faites très bien de prendre cet exemple, parce que là, vous prenez l'exemple d'une affaire absolument tragique, avec quelqu'un qui appelle à la modération, à la réserve, qui est le père d'une victime. Je pensais, moi, aux dégâts qui sont faits, mais pas seulement aux dégâts qui sont faits à l'égard des personnes qui sont accusées ou qui sont poursuivies, mais aussi à l'égard des victimes. Je vous promets, alors moi-même, parfois, j'ai parfois la faiblesse, la limite, je le reconnais, d'être dans certaines affaires que je défends. Je défends beaucoup moins d'affaires criminelles que je n'en ai défendu dans ma jeunesse ou quand j'étais... La grande époque de Versailles. Oui, absolument. Et même un peu après, quand même. Mais si vous voulez, aujourd'hui encore, j'ai pas mal d'affaires, et mon cabinet en a beaucoup, d'affaires qui concernent des victimes de faits très graves ou moins graves. Par exemple, jamais je n'ai divulgué l'identité d'une victime ou d'une partie civile. Et je m'aperçois que parfois il y a une espèce de légèreté dans la façon dont les informations sont données qui est absolument terrifiante. Et puis évidemment qu'il y a une forme de voyeurisme. Ben, vous savez, c'est ce que j'explique. Enfin, j'essaye d'expliquer très, très modestement et simplement dans mon livre. Parce que là, on peut en dire beaucoup plus que je n'en ai dit. J'ai essayé de faire un livre qui soit pas... On s'est limité avec Marie-Laure Delorme à une certaine longueur. Et on a donc beaucoup épuré. Mais il est évident que dans le journalisme d'investigation, ou le journalisme qui relate les affaires au stade où on est, par exemple, la terrible affaire Estelle Mouzin, c'est-à-dire en enquête ou là, à l'instruction. Ce journalisme-là, il est dans une concurrence terrible, hein. Il faut qu'il trouve des informations, il a besoin de sources, il a besoin... Donc il est souvent... Enfin, les journalistes qui le pratiquent sont souvent redevables à leurs sources. Une espèce de course, soit au scoop ou au faux scoop, soit, parfois un peu au voyeurisme, etc. Grâce au ciel, parce que vous savez, il n'y a rien de pire que les généralités, hein. Il n'y a rien de pire que les généralités. Grâce au ciel, là aussi, il y a de nombreuses exceptions. Il y a des parutions et des journalistes qui arrivent à rester parfaitement dignes tout en faisant leur métier, et parfois même en ayant des informations qui sont des scoops journalistiques. Donc, je me garde bien de toute simplification, mais évidemment, le fait que c'est pas nouveau, hein, ça, c'est pas quelque chose en plus que on n'arrête pas de juger l'époque. Il faut arrêter. C'est pas quelque chose du tout de nouveau, mais le fait que le père d'Estelle Mouzin soit obligé d'indiquer cela, c'est quelque chose qui est particulièrement troublant. De la même manière que ce qui est nouveau, en revanche, et ce qui aggrave, à mon avis, les choses, c'est non seulement les réseaux sociaux, mais ça, bon, c'est une discussion sans fin, ce sont les chaînes info. Parce que les chaînes info, elles retransmettent en direct. Enfin, on peut voir des trucs aberrants. On peut voir un transport sur les lieux avec une caméra fixe à 100 mètres de ce qui se passe, c'est-à-dire ne diffusant rien, avec un plateau pendant des heures, ou même des avocats, et ceux-là sont vraiment à vilipender, où on commente un non-événement et où on en arrive à des aberrations absolues. D'ailleurs, je tiens à vous dire une chose quand même, puisque grâce à vous, j'ai le temps de m'exprimer, c'est que c'est évidemment pas le sujet du livre. Mais je pense que la justice, elle mérite d'être respectée, mais elle mérite d'être critiquée.
Il n'y a pas d'institution qui puisse fonctionner de manière satisfaisante si elle n'est pas capable d'accepter la critique et si elle n'est pas capable d'autocritique. Donc je pense que c'est un bienfait pour la justice que de la critiquer et qu'elle accepte cette critique, une critique constructive. Mais il faut balayer devant notre porte. Les avocats sont très très loin d'être irréprochables. On a une fonction différente, évidemment, mais dans l'exercice de notre fonction de défense, que ce soit de défense des victimes ou des personnes poursuivies, on doit être d'une déontologie irréprochable et, je dirais, d'une dignité irréprochable. C'est pas toujours notre cas. Et croyez-moi, j'en suis très conscient. Les critiques que j'adresse aux autres ne signifient pas un blanc-seing pour moi-même ou la profession que j'adore et que j'ai représenté à un moment, pas du tout. Vous dites qu'avocat, c'est un état d'esprit, d'ailleurs. Totalement. Il y a une question que je voulais vous poser, moi, que j'ai dû modifier en terminant le livre, parce que la conclusion de votre livre, c'est un petit peu la conclusion sur vous, votre manière de vivre le métier d'avocat. J'allais vous demander si finalement pénaliste, c'était pas le summum de votre ambition. Parce que quand on lit Hervé Temim jeune, on a l'impression qu'il rêvait rien de... Il n'y avait rien de plus beau pour Hervé Temim jeune que d'être Hervé Temim aujourd'hui. Oh, écoute... en termes de succès. Non, franchement, alors je vais vous dire, et ça c'est pas du tout de la fausse modestie, tous ceux qui me connaissent le savent, j'ai pas de sentiment d'autosatisfaction ni de réussite, pas du tout. Mais deux, pas du tout, parce que je pense que j'aurais pu mieux faire et que je peux encore mieux faire. En revanche, vous avez tout à fait raison. Mon rêve, c'était pas d'être moi 40 ans après, sûrement pas. Mais pour moi, l'ambition suprême, et le rêve, la passion, la vocation, c'est pénaliste. Oui, il y a que ça de vrai pour moi, c'est sûr. Ce qui me frappe, c'est que vous citiez souvent comme je sais pas si le mot idole est légitime, mais Robert Badinter ou Henri Leclerc, pardon. Ouais. C'est des avocats très politiques. Ça vous a jamais titillé ? Non. Non. J'adore parce qu'aujourd'hui que Dupond-Moretti est garde des Sceaux, on pose la question à plein d'avocats qui disent bah non, moi j'aurais pas accepté. Bon, moi je vous dis la vérité, on m'a rien proposé. Donc tous les gens qui auraient pas accepté sont des gens à qui on n'a rien proposé. Mais bref, peu importe. Pour être tout à fait clair, Badinter, c'est un type qui a une carrière insensée. Il a tué le métier, vous avez dit. Ouais. En grande partie lié d'ailleurs, comme toujours, au destin, puisque tout le monde a oublié qu'il n'était pas le premier garde des Sceaux de François Mitterrand, et donc c'était pas lui qui normalement aurait dû prononcer ce discours, mais le premier garde des Sceaux a trouvé que c'était un métier, une fonction trop astreignante, et après les premières élections législatives, il a quitté son poste, et c'est Robert Badinter qui a été le deuxième garde des Sceaux de François Mitterrand. Évidemment, la fin de carrière d'avocat de Badinter, qui après un échec épouvantable dans l'affaire Buffet-Bontemps, sauve toutes les têtes des accusés qu'il défend dans les procès de peine de mort, puis devient le garde des Sceaux qui va l'abolir. C'est une trajectoire, voilà, c'est Nadal ou Federer, enfin bon, ou presque. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Rien. Et donc, même si on pouvait rien faire de mieux, parce qu'aucune cause n'est aussi grande pour un avocat que l'abolition de la peine de mort, je n'en vois pas qui soit de même comparable. Mais malgré cela, pour un avocat de ma génération, et Éric Dupond-Moretti est de la même génération, même si un peu plus jeune, ben voilà, l'ambition absolue, c'était de devenir garde des Sceaux après avoir été avocat. Mais moi, d'abord, mon engagement politique était surtout lié. Il était très faible, j'ai jamais été encarté. Il était lié surtout justement à la justice ou à des valeurs qu'on appelle aujourd'hui d'un mot que je déteste sociétal, mais donc l'abolition de la peine de mort, les libertés publiques. J'ai toujours eu une approche très 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 libérale de toutes les questions de mœurs, etc. Sur les libertés. Bon bref, vie privée, bon, peu importe. Je risquais pas de descendre dans la rue pour protester contre le mariage pour tous, par exemple, si vous voulez. Bon, une haine absolue du racisme, de toute discrimination,
une très, très grande sensibilité à ce qui est malheureusement une utopie, mais qui est l'égalité des chances. Bon, bref, passons. Donc mon engagement politique, il était lié à ça, mais j'ai jamais milité. Et j'ai malheureusement assez vite compris que aussi vieux que je vivrais, je resterais avocat, et que je serais avocat jusqu'au bout de mes jours, parce que à certains moments de ma vie, où j'avais d'ailleurs pas mal de difficultés matérielles qui n'avaient rien de tragique, mais j'ai toujours été assez inconscient, j'ai eu des propositions assez irrefusables et je n'ai pas été capable de les accepter. Parce que, voilà, j'aimais trop mon métier, j'aime trop ça, c'est pour moi, je suis addict complètement. Je suis un drogué qui aurait absolument pas envie de se désintoxiquer. Alors peut-être maintenant un petit peu, je sais pas, j'espère qu'un jour je finirai sobre, mais là, c'est un métier qui voilà, c'est plus fort que moi, quoi. Je sais pas, d'ailleurs, en gros, ça me bousille aussi, parce que c'est un truc qui vous prend la tête d'une manière rare. Vous dites j'ai besoin d'endosser ce qu'on lui reproche pour ensuite m'en libérer, en parlant de vos clients. Ah, ça, je dis ça à un moment où, figurez-vous que, bon, j'ai souvent... Alors, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est l'évolution naturelle d'un avocat? Vous vieillissez, votre réputation, à tort ou à raison, elle grandit. Vous avez des affaires de plus en plus difficiles. Et moi, j'ai vraiment des affaires difficiles, si vous voulez, affaires difficiles. Et j'aime ça. Mais il ne faut pas croire que ça se fasse sans douleur. C'est-à-dire que je vois, c'est terrible. Il me faut toujours un temps, parfois assez long, d'adaptation. Il faut que j'arrive à me mettre, à trouver ma place, si vous voulez, dans une place qui me paraisse intellectuellement et moralement juste en tant qu'avocat de la personne que je défends pour être vraiment à l'aise. Et c'est vrai qu'au départ, je vis souvent une période un peu dure parce que oui, je sais pas, une espèce de transfert où j'ai l'impression de porter moi-même le poids de ce qu'on reproche aux gens qu'on défend, où j'ai l'impression moi-même d'avoir commis la faute qu'on leur reproche. Bon, ça dure pas longtemps, sinon je serais aujourd'hui, je serais pas avec un masque, mais avec un entonnoir sur la tête. Mais je suis pas fou, et c'est pas un métier qui m'a rendu fou, mais c'est un métier qui est dur psychologiquement, parce que je vous dirais pas que je suis quelqu'un qui suis insensible à toute autre chose que la défense de mon client. C'est pas vrai. Précisément, je ne parle pas des cas de conscience non. sur lesquels vous revenez dans votre livre, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous vous êtes pas dit qu'est-ce que je suis en train de faire finalement, ce que je fais, ça va contre l'intérêt général? Je me suis jamais dit ça. Il m'est arrivé de refuser de défendre des gens pour d'autres raisons. Je me suis jamais dit ça. Je vais vous dire pourquoi je me suis jamais dit ça, parce que je pense que j'ai eu la chance de... Alors, il y a eu des périodes où j'étais mal dans ma peau d'avocat, de courtes périodes où j'étais mal dans ma peau d'avocat. Pas parce que j'avais l'impression de faire quelque chose qui était contraire à l'intérêt général. Et par exemple, je me rappelle qu'il y a très très longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années, mais je plaidais beaucoup aux assises, et je ne sais pas pourquoi. Je suis, moi, naturellement assez, comme tout le monde, je crois, très sensible à la douleur des victimes, mais je ne sais pas pourquoi, il y a une période, pendant quelques mois, j'étais, ça peut vous paraître idiot ce que je vais vous dire, ou inhumain, mais j'étais trop sensible à la position des victimes, c'est-à-dire que j'avais du mal à faire mon métier, parce que je n'arrivais pas, si vous voulez, à me départir suffisamment de cette sensibilité que j'avais à l'égard des parties civiles. Bon. Seuls les avocats peuvent, à mon avis, comprendre ce que je viens d'exprimer d'une manière autre qu'abstraite. Mais en revanche, j'ai très vite compris, donc à part des périodes de ce genre, parce que c'est pas un métier neutre d'être avocat, c'est pas un commerçant. Je dis pas que c'est pas intéressant d'être commerçant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un métier qui a effectivement de grosses connotations psychologiques, morales, sociales. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai très vite compris quelle était la fonction de l'avocat. Et l'avocat, c'est quelqu'un qui s'insère dans un processus judiciaire qui est complexe. Et l'avocat, il a un rôle particulier qui est un rôle légitime, nécessaire et indispensable. Et j'ai lu très tôt, très tôt, un bouquin de Soulez-Larivière qui s'appelait « L'avocature ».
Et il faudrait faire des recherches, mais je pense que j'étais pas avocat quand je l'ai lu. Et il y a un truc extraordinaire qui m'a marqué. Alors peut-être que je fantasme le souvenir, hein, mais il y avait une anecdote extraordinaire. Soulez-la-Rivière, qui est très très intéressé au système américain, beaucoup plus que moi, parce que moi je suis très critique sur la justice américaine que je connais, moins bien que lui, mais que je connais. Il dit que l'avocat de la mafia, il y a une espèce de mafia beaucoup plus qu'en France. L'avocat de la mafia de l'époque était un type incroyable, une espèce de Mormon, un parangon de vertu, un type vraiment mais droit comme un nid, etc. Bon, et il a été l'interroger. Et il lui a posé la question qu'on pose, que vous venez de me poser, parce que la question que vous venez de me poser, ça pourrait, par exemple, être, mais est-ce que vous n'avez pas peur de faire acquitter un coupable? Ou est-ce que défendre un coupable en le faisant acquitter, c'est pas quelque chose qui vous choque ou qui vous heurte moralement? Il va rencontrer cet avocat mormon et il lui dit, mais attendez, surtout dans le système américain, le système des preuves est différent. Il lui dit, mais attendez, ça vous gêne pas l'idée de défendre des gens comme ceux que vous défendez, puis de pouvoir faire échapper à la justice des gens qui mériteraient d'être condamnés? Et je me rappelle, dans mon souvenir, et ce qui compte, c'est plus le souvenir que la réalité, à la limite, parce que c'est ça qui m'a guidé. Ce type-là, qui est donc un type profondément moral, hein. C'est pas l'avocat marron, l'avocat ripou, ou même l'avocat sulfureux, comme ce Roy Cohn, dont le portrait passionnant vient d'être... je sais pas si je vois que vous avez lu ce livre aussi. Bon, sacré personnage. Sacré personnage. Non, c'est un des parrains de Donald Trump. Absolument. Mais si vous voulez, c'est des avocats, comme il y en a parfois, des avocats extrêmement moraux, voire moralisateurs, ce qui n'empêche pas, ce qui est une contradiction apparente, de défendre la fière. Et il répond à cette question... ça vous gêne pas de, etc. Il dit, mais il prend un temps d'arrêt, dans mon souvenir, hein, et il lui dit, vous savez, non seulement ça ne me gêne pas, mais je me dis en plus que c'est un bienfait pour la démocratie, parce que qu'une situation pareille puisse arriver, qu'un coupable puisse échapper à l'accusation, c'est comme trouver une aiguille dans une motte de foin. Et il veut dire par là que le système judiciaire est tellement déséquilibré en faveur de l'accusation que le fait qu'un homme puisse être acquitté au bénéfice du doute, puisse échapper à la condamnation parce que les preuves ne sont pas réunies, c'est presque une espèce de révélateur d'une santé démocratique. Vous savez, c'est la fameuse formule, alors éculée, mais de Voltaire dans le procès Calas. Voilà, il vaut mieux 10 coupables en liberté ou qu'un innocent en prison. D'ailleurs, on dit 10 ou 100, en tout cas. Voilà, l'erreur judiciaire, telle qu'elle est communément comprise, c'est la condamnation d'un innocent. Ça n'est pas l'acquittement d'un coupable. Alors, moi, j'ajouterais que pour un avocat, l'erreur judiciaire, c'est aussi la trop lourde condamnation d'un coupable. Parce qu'il y a parfois des condamnations qui sont de véritables injustices. Est-ce que vous pensez que la profession de pénaliste, elle n'a pas trop justement pâti de certaines personnalités, comme je pense à Roy Cohn, qui est vraiment l'archétype peut-être de l'avocat du diable? On le voit d'ailleurs dans les médias. Je ne sais pas si vous regardez la série Better Call Saul, avec Saul Goodman, qui est un petit peu l'archétype de l'escroc. Pourquoi il y a cette image un petit peu du mercenaire qui colle aux pénalistes? Alors, je pense que l'image du mercenaire, elle colle à l'avocat, tout court. Roy Cohn n'était pas uniquement un pénaliste, par exemple. Mais bon, ne nous attachons pas à Roy Cohn, parce qu'il y avait aussi des aspects très intéressants de sa personnalité et de son activité professionnelle. Donc, on ne va pas du tout en faire le synonyme de l'avocat, du contre-exemple de l'avocat, bien au contraire. Parce que d'abord, je pense que le métier... Vous savez, c'est ce qui est passionnant. Quand vous êtes avocat, c'est ça qui est passionnant. Quand vous êtes procureur, vous représentez la société, vous avez l'honorabilité attachée à vos fonctions, etc. Quand vous êtes avocat, pourquoi il faut être très bon? C'est que vous avez face à vous des juges qui se disent
Ben, celui-là, il est payé pour nous dire ce qu'il va nous dire. En limite, c'est une espèce de mercenaire qui en a rien à foutre de la vérité. C'est ce qui est totalement faux. L'avocat, il est en tous les cas en permanence à la recherche de l'humanité, je crois, et de la crédibilité. Et donc, c'est ça qui est très passionnant. Émile Pollack, qui était mon idole, on m'a raconté que quand il était au fait de sa notoriété, il a été à un moment très connu, moins que René Fleuriot, mais il était très connu dans son époque, et il plaidait magnifiquement bien. Et à l'époque, les avocats, c'était surtout la plaidoirie, les débats étaient moins importants qu'ils ne sont aujourd'hui. Enfin, dit-on. Et ben, il faisait exprès d'être mauvais au début. Il plaidait, puis il faisait exprès d'être vraiment rasoir pour provoquer la réaction chez les gens. Dire, ah ben dis donc, c'est ça Pollack. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, ah ben c'est ça Pollack. Et puis après, il leur portait les stockades. Mais je pense que mieux que la série Better Call Saul, il y a Engrenage. Engrenage, c'est une série passionnante. D'abord très bonne qualité, et ensuite je peux vous narrer une anecdote. Je suis allé il y a 1 an à l'École nationale de la magistrature, invité pour ce qu'ils appellent leur dernière séance de restitution. Après cette séance, les jeunes futurs magistrats rentraient ils allaient être installés dans leurs fonctions. Et d'ailleurs, l'école était dirigée par un magistrat absolument remarquable, Monsieur Laurent, qui avait modifié l'impulsion de l'école et qui privilégiait, lui, les relations avec les avocats. Franchement, il y avait un esprit formidable quand j'y suis allé. Mais j'ai été fasciné par un truc incroyable, c'est que c'était donc la dernière institution, alors c'était sur, en gros, les valeurs essentielles que doit respecter le magistrat, l'éthique, etc., etc. Et ben, il y avait 2 sujets, il y avait 2 débats, et chaque débat était introduit par un petit téléfilm assez amateur, mais fait par l'école. Et chaque téléfilm n'était que des extraits d'Engrenage avec le juge Robin. Vous vous rappelez, c'est lui leur icône. C'est la force des séries, hein, oui, la force. Et dans Engrenage, donc ça déjà, mais ça m'a vraiment. Et j'en ai parlé avec eux à la suspension. Oui, le juge Robin, c'est vraiment c'est fantastique. Hein. Il s'appelle Robin, non? Robin, je crois Robin. Et enfin, bon, bref. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que une avocate, une pénaliste très de terrain, une super bonne pénaliste, qui s'appelle Clarisse Serre, a conseillé Engrenage, et donc avec ce personnage de l'avocate incarné par Audrey Fleurot, joué par Audrey Fleurot, son ex-patron là, Langsade, Louis de Langsade, non, Louis-Do de Langsade, c'est ça? Qui regarde Engrenage ici? C'est ça? Je crois que je suis en train de perdre la mémoire des noms, c'est grave, en direct, enfin en votre présence. Et un jour, je dis à Clarissa que je rencontre, je dis, attends, quand même, les avocats, parce que alors là, il y a des procédés déontologiques calamiteux. Vous dites que ça donne d'ailleurs une mauvaise idée de ce que c'est que la profession d'avocat. Pour moi, c'est dramatique. Et je lui dis, mais écoute, c'est génial. Moi, je suis fan d'Engrenage. Hein. Je suis pas addict aux séries, mais j'en regarde beaucoup, comme beaucoup de gens. Je dors peu. Mais Engrenage, enfin, j'ai surtout la saison 7, d'ailleurs. La saison 8, je la trouve bien, mais moi, je trouve ça formidable, Engrenage. Et donc, je lui dis, mais attends, quand même... c'est toi qui conseilles sur les avocats, faut pas déconner, ça va loin, ça n'existe pas. Parce que moi, à mon époque, à l'époque où je faisais ce genre de pénal, si vous voulez, ça n'existait pas. Il y a toujours eu des avocats marrons, donc ça pouvait exister à la marge. Puis si vous voulez, l'avocat qui allait au domicile de la femme du trafiquant qui était en tôle pour lui dire « Attention, fais gaffe, tu vas avoir une perquisition, faut... » Enfin, c'est un truc... Enfin, pour moi, c'est de la science-fiction, si vous voulez. Et cette avocate, Clarisse Serre, m'a dit « Mais attends, je crois que tu vis dans le monde des oui-oui. » C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à transmettre à tous les avocats qui font aujourd'hui du pénal, qui pour moi est le plus beau métier du monde,
un métier où les gens qui l'exercent sont soumis à un grand devoir d'intégrité, parce que sinon ils n'ont aucune capacité de pouvoir convaincre les gens auxquels ils s'adressent. Il faut qu'on leur transmette vraiment les règles de la déontologie. Maintenant, dans l'esprit du public, c'est ça qui est merveilleux. Je pense que les avocats sont relativement aimés en réalité. Il y a même en ce moment une bulle médiatique qui font qu'ils vont être vite détestés comme ils le sont aux États-Unis, en étant très puissants, parce que les avocats vont finir par être très puissants ici. Le métier évolue de manière absolument incroyable. Mais oui, les avocats, forcément, ils incarnent ça. Ils incarnent ça d'autant plus que je dis pas que moi j'ai beaucoup d'audience, mais quand des avocats s'expriment et qui disent la vérité, par exemple, quand je dis que les avocats, ils défendent leurs clients et qu'ils cherchent pas la vérité, je vois qu'un magistrat comme Philippe Bilger, que je connais bien, qui a, je crois, beaucoup d'estime pour moi, et j'ai de l'estime pour lui, eh ben, il écrit dans un tweet, c'est pour ça que j'ai jamais pu être avocat, ou que les avocats, même les meilleurs, ben oui, c'est un métier génial parce que très particulier. Mais si vous venez me voir pour que je vous défende, si la première des choses que je cherche à savoir, c'est où est la vérité, mais autant que vous alliez ailleurs. Je suis pas policier, je suis pas juge. Si vous divorcez, c'est pas moi qui vais devoir vous dire, je vais devoir considérer, pardon, si vous voulez la garde de vos enfants ou un droit de visite, que vous le méritez pas. Je peux refuser de vous défendre, mais si je vous défends, je dois essayer d'obtenir le meilleur résultat possible pour vous. Encore une fois, dans un mécanisme judiciaire où on a un adversaire, si on est au civil, où on a le procureur contre nous, on a le juge d'instruction, ou les policiers qui mènent l'enquête, ou les gendarmes. Enfin, vous voyez, Donc, quand vous vivez ça tous les jours, vous ressentez pas du tout... Il y a rien de sulfureux au jour le jour. Pas du tout. Mais par contre, par nature, c'est un métier qui est très difficile à comprendre. Mais ce que je peux vous dire, et là, ça me paraît très important, parce que moi, je pense que c'est un métier qu'il faut défendre. La qualité de la défense dans un pays, elle est vraiment très importante par rapport à la qualité de la justice qui est rendue. Vous interrogez, moi maintenant, je suis un avocat vieillissant, malheureusement. Je ne sens pas ça, mais c'est pourtant la vérité. Tous les avocats qui ont travaillé avec moi, comme collaborateurs, comme jeunes associés, depuis toujours, il n'y a pas une fois où en présence d'un problème de conscience ou d'un problème déontologique, je ne leur ai pas dit de toujours arbitrer pour la déontologie, pour la conscience. C'est très, très compliqué sur un plan moral, mais c'est très simple sur le plan du fonctionnement. Il n'y a pas d'enjeu qui mérite qu'on trahisse les règles auxquelles on est soumis. Et je peux vous dire que les meilleurs des avocats que je connais sont des avocats parfaitement honnêtes, parfaitement intègres. Vous citiez Robert Badinter ou Henri Leclerc. Henri Leclerc, je peux vous le dire, si j'ai une énorme admiration pour lui, c'est pas seulement parce qu'il est un avocat fantastique, c'est aussi parce qu'il est l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré dans mon existence, sans pour autant jamais lui avoir entendu donner la moindre leçon de morale à quiconque, ce qui est très rare. Parce que des leçons de morale, j'en ai entendu beaucoup de la part de gens généralement très peu honnêtes. Donc voilà, et il a été l'immense pénaliste qu'il est en étant ce qu'il est depuis le premier jour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'une honnêteté morale et intellectuelle absolue. Et il incarne pourtant exactement ce qu'est un avocat. Donc l'avocat, c'est pas du tout ce que les gens imaginent. C'est pas un tordu, c'est pas un ripou, c'est pas un voyou. Mais il y en a, bien sûr. Évidemment, il y en a. Mais le bon avocat, c'est pas ça. Le bon avocat, c'est le type qui est capable, j'ai volé la formule à Jean-Louis Borloo, d'être un cambrioleur de cerveau, de comprendre. Moi, Henri Leclerc, par exemple, je pourrais en parler de beaucoup d'autres. Il y a Georges Kejman, il y a d'autres. Mais Henri Leclerc, c'est un avocat, moi, il m'a fait pleurer. Souvent. Et croyez-moi, ou de la même manière, il m'a convaincu. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, je l'ai entendu plaider souvent, ça m'est arrivé d'être dans des affaires où j'avais pas d'opinion, et puis j'ai entendu Henri, et parfois, c'est pas du tout un type qui faisait de grands discours, c'est pas du tout ce qu'on imagine, hein. Type qui pouvait laisser tomber son dossier par terre, pas retrouver la pièce qu'il voulait lire, etc. Mais à la fin, ce mec-là, c'est tellement génial, c'est tellement vrai, mais vous vous dites, mais putain, mais il a raison. C'est ça un avocat.
Alors après, des avocats de couloir, des avocats de... La concurrence est dure, peut-être pour... les gens vont dire, ou des jeunes avocats vont dire, oui, mais vous, ça vous est facile, ou toi, ça t'est facile, parce qu'aujourd'hui... Non, il faut vraiment être intraitable. Enfin, je dis non. Oui, moi, ça m'est facile aujourd'hui, mais j'ai toujours été comme ça, j'ai commencé à zéro. Je n'en suis pas fier, mais j'ai commencé vraiment à zéro. Sans patron, sans rien, j'ai commencé à zéro, et je n'avais pas la moindre relation, tout ça ne sert à rien. Le pénal a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est la vérité du terrain. Regardez Dupond-Moretti, qu'on l'aime ou pas, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui l'aiment pas, en tout cas dans la communauté judiciaire. C'est un avocat, il ne faut pas oublier quand même qu'il a réussi à avoir l'estime la plus grande de ses pairs. Ce qui compte, c'est pas seulement un type, c'est pas seulement une star médiatique. C'est un avocat qui a eu la plus grande reconnaissance de ses pairs. Pour Moretti, c'est phénoménal. Voilà un mec qui est parti de zéro. Voilà, zéro. Et il est devenu l'avocat qu'on sait. Et puis aujourd'hui, le ministre... Mais j'oublie même le ministre. L'avocat qu'on sait. C'est-à-dire qu'avocat, si vous voulez, bien sûr, il n'y a pas la vérité du terrain, il n'y a pas le chronomètre, mais c'est totalement... les qualités d'un avocat, elles se voient en public. Vous voyez, après, oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent raconter des tas de choses. Mais bon, les procès, c'est une épreuve de vérité. Vous ne pouvez pas tricher. L'introduction du livre commence par une nouvelle qui a été souvent oubliée, qui est de Prosper Mérimée et Matteo Falcone, qui est une nouvelle que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourriez en faire une rapide description? Et j'ai une question à vous poser à ce propos. Qu'auriez-vous plaidé si vous aviez défendu Matteo Falcone? C'est une nouvelle qui a été choisie par Marie-Laure Delorme pour introduire le livre. Nouvelle de Mérimée, dont elle explique qu'elle a longtemps... Enfin, quand elle l'a découverte, elle a cru que c'était une histoire corse avant de comprendre que c'était une histoire sur le secret. C'est l'histoire d'un père qui tue son fils parce qu'il a parlé et permis l'arrestation d'un coupable, pour résumer. Écoutez, dans mon livre, il y a une anecdote sur une affaire où j'ai particulièrement mal défendu ma cliente parce que elle-même était coupable, elle le reconnaissait, de complicité, de très mauvais traitements sur un enfant. En fait, elle n'était poursuivie que pour non-assistance de personnes en danger. Et donc, la peine qu'elle encourait était dérisoire par rapport aux faits. Et moi-même, j'ai pas été capable de me mettre dans sa peau et je l'ai très mal défendu. Eh bien, je vais vous faire une confidence. J'aurais sans doute mal défendu ce père parce que je le comprends, mais je n'aurais pas tué mon fils. Alors, ça ne veut pas dire que pour défendre, il faut pouvoir se mettre dans la peau de celui qu'on défend, mais j'aurais été un avocat médiocre pour ce père. La nouvelle est merveilleuse, elle est magnifique, elle illustre parfaitement le propos du livre. Marie-Laure Delorme, en plus, explique à la fin de son introduction pourquoi elle m'a proposé d'écrire un livre sur le secret, ce qui était d'ailleurs incroyablement perspicace de sa part, alors qu'elle me connaissait finalement peu, même si elle avait fait une émission à voix nue avec moi. Mais oui, j'aurais... Comment vous dire, vous voyez, je fais du secret une valeur essentielle. Essentielle. Je dis même, et je le pense, que pour moi, une des fautes les plus graves que je pourrais commettre, ce serait de violer des secrets quasiment, j'allais dire quasi mortels, des secrets très lourds que je détiens, professionnellement ou surtout de manière privée. Mais je crois que il y a au-dessus de cette valeur-là, celle de la vie ou de la mort. Et j'ai trouvé très opportun, très intelligent et très sensible de la part de Marie-Laure Delorme de choisir cette nouvelle pour introduire le livre. Mais j'aurais, dans cette affaire-là, peut-être préféré être partie civile. Est-ce que l'état du pays, la marche du monde, surtout en 2020, c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous êtes plutôt serein? J'ai mal entendu. La marche du monde, l'état du pays, surtout en 2020, ça vous inquiète ou vous êtes plutôt serein?
Non, serein, c'est quelque chose qui me... Serein, c'est quelque chose qui déjà ne me correspond pas. Je suis gai, je suis heureux de vivre, j'aime jouir des plaisirs de la vie, mais je suis jamais serein. Non, je suis inquiet, bien sûr, je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour les générations, pour vos générations. Alors, je suis très optimiste pour les jeunes générations, par exemple, dans l'exercice de mon métier. Hein, je les encourage à le faire. Oui, je suis inquiet. J'ai très peur d'une radicalisation de toutes les positions, de la montée des extrêmes, et puis évidemment des dangers qui guettent la planète, évidemment. Non, bien sûr, je suis inquiet. Je suis pas serein. Maître Temim, merci de nous avoir reçus. Ben, merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir donné ce temps.